C'est possible. Bonjour à tous, à toutes, à tous. Merci d'être présents aujourd'hui et bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet et qui nous regarderont plus tard. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un panorama assez large de la santé en Turquie, de ce qui se passe. Le plus important pour nous, après on va se voir pour ceux qui ont demandé un rendez-vous particulier. Par contre, aujourd'hui, le but va être de vous démontrer qu'on a un pays de 80 millions d'habitants et qu'il se passe des choses dans la santé. On va ouvrir la présentation avec un rappel de la Turquie en général et après on va rentrer dans le détail. Donc comme disait tout à l'heure Karen, n'hésitez pas, à la fin de chaque slide, dès que vous avez une question bien précise, posez-la, je serai ravi si je peux répondre. Introduction de la Turquie, donc ça va être notre première partie. Rapidement, la Turquie, comme mis sur la carte, et j'ai fait exprès de faire cette carte-là, nous avons un pays assez positionné d'un point de vue central au milieu des grands marchés et au milieu des grands marchés à venir. N'oublions pas, la Turquie est un grand partenaire de l'Europe et l'Europe est son premier gros partenaire. Mais si vous regardez bien la carte en détail, on va avoir l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est qui deviennent de plus en plus des grands marchés et bien sûr le Moyen-Orient. Pourquoi cette carte? C'est que beaucoup de grands groupes, et comme vous allez voir plus tard, se sont positionnés en Turquie, entre autres dans le médical, pour rayonner dans cette future zone, je dirais, de consommateurs de la santé. Aussi, rappelons, demain vous allez exporter en Turquie. Quand vous allez exporter en Turquie, vous êtes dans un pays qui a un accord d'union douanière, c'est-à-dire vous exportez en Turquie comme vous exportez en Espagne. Le plus important, c'est qu'en Turquie, votre importateur aura besoin juste d'un transitaire pour les opérations. Un point important aussi pour vos communications avec la Turquie. En hiver, pour l'instant, nous avons 2 heures de décalage, donc la Turquie est 2 heures en avance en hiver et reste à l'heure d'été, donc en hiver. Et vous avez 1 heure de décalage toujours en avant pour la Turquie. Donc tout à l'heure, ce que je soulignais, c'est que de par ce positionnement, vous allez remarquer, j'ai juste mis quelques exemples, mais beaucoup de très grands groupes aujourd'hui mondialement reconnus sont implantés en Turquie avec une direction MENA en Turquie pour l'Afrique, le Moyen-Orient et en général pour les pays turcophones de l'ex-URSS. L'économie, la photo d'aujourd'hui, on a quelques données qui sont encore 2016, malheureusement, sachant que nous n'avons pas confirmé les données 2017. Mais rapidement, c'est un pays qui attire plus de 12 à 13 milliards en moyenne d'investissements étrangers, dont 75% de l'Union européenne. Et souvent, je répéterai cette relation avec l'Union européenne pour vous démontrer et montrer que la Turquie ne s'éloigne pas, comme on peut penser, de l'Union européenne, mais bien au contraire. Elle a juste diviser en fait ses chances sur des nouveaux marchés. Le PIB, à peu près 10 000 $ par habitant, et un PIB qui est motivé à plus de 60% par la consommation. Un pays jeune et dynamique, on va y revenir tout à l'heure dans les slides suivants. L'inflation 2016, 7,8%, c'est un des vrais problèmes de la Turquie. Aujourd'hui, 2017, on est normalement autour de 10%. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on voit un pays, malgré les quelques années précédentes, qui reprend un dynamisme très fort. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2016? Plusieurs élections présidentielles, parlementaires, régionales, etc., qui a fait que la Turquie a eu pas mal de, je dirais, petits intérêts et des focus un peu hors économique. Et 2016, on a eu un essai de coup d'État, un point à souligner, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez besoin un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé, on pourra en parler. Par contre, 2016, il y a eu un choc en Turquie. Et dès 2016, on a refait une concentration des politiques économiques qui a permis, au premier trimestre 2017, 5,2% de croissance économique. Deuxième trimestre 2017, 5,7%. Troisième trimestre 2017, 11% de croissance économique. Nous attendons les derniers chiffres du dernier trimestre et on devrait terminer l'année entre 6 et 7% de croissance économique, qui est la plus grande croissance économique d'Europe. Très important, nous avons un pays quand même qui est très attirant, et encore Bloomberg
hier a déclaré, donc, a partagé son analyse. Aujourd'hui, la Turquie, après le Mexique, est le deuxième pays le plus attirant au monde pour l'année 2018. Donc, très important, cette analyse, vous pouvez la retrouver aussi dans le web très facilement. Pour repositionner la Turquie dans son contexte donc mondial et européen, quatrième pays en termes de dynamisme de croissance, donc en moyenne du G20, 18e ou 17e selon certains calculs du PIB courant, 13e économie mondiale en termes de PIB sur la parité du pouvoir d'achat, et c'est la 7e économie mondiale, donc 7e économie européenne. Donc, ce qui est très important, c'est bien de repositionner par rapport à sa population, par rapport à sa consommation, ce pays qui, aujourd'hui, en 2017, donc, devrait être dans les 3 à 4 premiers pays en termes de développement économique. L'objectif, 2023, et cette date de 2023, c'est une date, je le répéterai souvent, vous le verrez, très importante. Beaucoup d'objectifs se sont alignés selon cette date qui est en fait pour les Turcs une date très critique. C'est le centenaire de la République turque. Donc nous avons affaire à une République jeune et beaucoup d'objectifs économiques ont été donc liés à cette date. Et selon le rapport de Price, 2050, la Turquie devrait être la 12e économie mondiale. Donc, point aussi très important. Donc, c'est un rapport qui a été publié en fin d'année dernière. Pareil, c'est un rapport que vous pourrez trouver très facilement sur le net. Pour revenir sur les relations avec l'Union européenne et avec la France. La Turquie, aujourd'hui, c'est le 30e exportateur du monde, 22e importateur, avec, bien sûr, déficitaire d'un point de vue balance économique. Par contre, le déficit, et là, je souligne, provient à 70% de l'importation d'énergie. La Turquie n'a pas de pétrole, la Turquie n'a pas de gaz naturel. On a des frontières avec certains pays qui sont très forts, qui ont cette capacité de gaz naturel et de pétrole, l'Irak, l'Iran, la Syrie, etc., l'Azerbaïdjan, mais la Turquie n'a pas. Donc aujourd'hui, 70% du déficit de la balance commerciale est lié au pétrole et au gaz naturel. C'est pourquoi la Turquie a investi énormément et en masse dans les énergies renouvelables, entre autres l'éolien, plus gros investisseur d'Europe en termes d'éolien, et bien sûr le solaire. Ils se sont attardés un peu sur le solaire, mais aujourd'hui, l'investissement de l'année dernière simplement dans le solaire représente 17% des investissements total de l'Union européenne. La France, aujourd'hui, est le 6e client de la Turquie, et le 6e fournisseur de la Turquie. La position ne change pas depuis 20 ans. Par contre, ce qui est très important, un objectif, passer de 14 milliards d'échanges commerciaux total à 20 milliards, sachant que la Turquie est le 3e client de la France, hors Union européenne et Suisse. Les relations, pareil, si vous avez des questions bien précises, n'oubliez pas, les relations franco-turques sont très historiques, sont très lointaines. On commence par les grandes guerres, on commence par des relations culturelles très fortes. Et la Turquie, aujourd'hui, c'est entre 400 et 450, ça dépend, certaines sont en joint venture, en association, donc entre 400 et 450 entreprises françaises implantées en Turquie. Pour résumer, les quelques arguments, je dirais, forts de pourquoi demain être présent en Turquie. Donc je répète bien, quand je dis présence, c'est une présence à la fois implantée, mais aussi c'est une présence avec vos produits, avec vos partenaires en exportation. Donc un succès économique malgré les crises politiques. Si on regarde depuis 2002, à part la période 2012 à 2016, nous avons plus de 5% en moyenne de croissance économique annuelle. Donc c'est très important. C'est le seul pays en Europe à avoir tenu cette croissance continue. Une population jeune, une main-d'œuvre qualifiée, là on parle de sous-traitance par exemple, c'est le fournisseur de l'Union européenne en termes de transformation des aciers, automobiles, pièces détachées, etc. Un climat d'investissement très libéral. Depuis 2002, vous rapatriez vos fonds, une fois que vous êtes implanté sur place, librement. Très important, c'est un des seuls pays de cette grande région méditerranéenne où vous rapatriez vos fonds, vos investissements, votre bénéfice, tranquillement en payant, bien sûr, les taxes de 15% standard.
les taxes réduites à l'investissement, des infrastructures très récentes. On n'en parle pas, on va se concentrer tout à l'heure sur la santé, mais quand on parle d'infrastructures, on parle d'autoroutes complètes sur toute la Turquie. On parle dans un rayon de 150 à 200 km un aéroport, donc des grands investissements qui ont été faits tout au long de ces 10-15 dernières années. L'emplacement géographique, comme on en parlait tout à l'heure, le couloir et le terminal énergétique, très important ce point-là. Pour votre connaissance, la Turquie aujourd'hui est devenue le passage des grands corridors d'Azerbaïdjan vers l'Union européenne et de la Russie vers l'Union européenne avec les deux grands projets de gaz. Les échanges avec l'Union européenne, donc nous faisons partie de l'Union douanière, donc vous importez, vous exportez comme dans l'Union douanière, et surtout un vaste marché intérieur avec une croissance parfois spectaculaire comme le 11% du troisième trimestre, donc toujours lié à la consommation. Quelles opportunités export? Allons-y. Panorama. On va ouvrir toutes les pages, voilà. Un système de santé complètement structuré. La Turquie vit une révolution dans le système et dans le secteur de la santé. Depuis le début des années 2000, un plan d'investissement très important a été lancé qui permet aujourd'hui un meilleur accès aux services de santé. En Turquie, vous avez la santé, si vous n'avez pas même de mutuelle privée, on reviendra par rapport à ces hôpitaux privés, vous avez la santé totalement, quasi totalement gratuite. Donc, point très important. Et nous avons une sécurité sociale qui n'est pas autant déficitaire qu'on pourrait le penser. Très important. Des perspectives de croissance. Je rappelle, nous sommes dans un pays avec un âge moyen de 30 ans. La vieillesse va commencer. On fait peu d'enfants en Turquie depuis quelques années. C'est une tendance. On est en dessous de 2 enfants. La moyenne est en dessous de 2 enfants par nouveau couple. Et par rapport à la France, on régresse. Donc, on a une population qui va vieillir, qui va avoir des besoins de santé très importants. Donc, on rentre dans cette ère où la santé, d'un point de vue général, commence à devenir un des secteurs prioritaires des Turcs. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va parler de ce qu'ils ont fait jusqu'à 2016 et de ce qui va se passer d'ici 2016 jusqu'à 2030. Plus 38% d'hôpitaux, en nombre d'hôpitaux. 26 hôpitaux donc par 100 000 habitants, plus presque 50% de lits supplémentaires entre 2002 et 2016. 72% donc ont recours aux soins de santé publique. Un dynamisme où le secteur privé, vous allez le voir, a investi énormément. Et quand je parle de secteur privé, je parle vraiment d'hôpitaux, hôtels 7 étoiles, où les accords entre le public et le privé ont fait que même quelqu'un qui n'a pas une mutuelle aujourd'hui, s'il doit être transféré à un hôpital privé, il sera transféré gratuitement. Concentration donc sur les très grandes agglomérations. Donc quand je parle d'agglomération, je vous dis bien, c'est minimum 20 villes de plus d'1 million d'habitants en Turquie. Population de 80 millions d'habitants, avec bien sûr Istanbul qui représente, presque 50% de l'économie, avec ses 15-16 millions d'habitants. Mais nous avons 20 villes de plus d'1 million d'habitants. 138 centres de soins palliatifs et presque 900 000 employés aujourd'hui dans le secteur médical. Un secteur de plus en plus privatisé. Si on regarde le nombre, dans l'évolution des hôpitaux, en 2002, nous avions 271 hôpitaux privés. En 2016, nous avons 565 hôpitaux privés. Ce qui veut dire aujourd'hui, si on regarde l'évolution en nombre de lits par hôpitaux, nous avions 12 387 lits dans le privé. Aujourd'hui, vous en avez 47 143. Donc très important, vous allez voir à la fois une évolution des hôpitaux d'État avec les grands projets, mais à la fois le secteur privé qui aujourd'hui est un des secteurs d'investissement les plus importants en Turquie. Le soin, les dépenses de santé ont quasiment triplé en 10 ans. Effectivement, les Turcs, si on regarde la moyenne de consommation, la part de consommation pour la santé des pays européens, des pays, je veux dire, de l'Europe de l'Ouest, et si on regarde la Turquie, on en va avoir une différence très importante. Les Turcs, le ménage turc alloue 2% de son revenu à la santé, et la Turquie en elle-même consacre 5% de son PIB aux soins de santé. Mais si on regarde le chiffre le plus important, simplement de 2006 à 2016,
55% de croissance, donc des dépenses de santé, en 5 ans, pardon. C'est de 2011 à 2016. L'industrie pharmaceutique, 6e marché européen, 2 millions de boîtes de médicaments vendues. Nous sommes dans un pays de fabrication et de production de boîtes de médicaments génériques principalement, et 12% de croissance depuis 2012. Et ne pas oublier toujours d'un point de vue général le tourisme médical. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous devez avoir des relations, des connaissances qui vont en Turquie pour 800 € la semaine, avec 3 mois de délai pour ses dents, pour ses yeux, et avec des prix défiant toute concurrence. Si vous voulez refaire vos cheveux totalement, en 2 heures, vous avez des cheveux, pour les hommes je parle bien sûr, vous avez des cheveux tout neufs, sans besoin de découper vos racines. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils investissent énormément, c'est-à-dire le secteur du tourisme avec le secteur de la santé montent actuellement des hôpitaux, hôtel-hôpital, dans le sud, sur Antalya en général. La Turquie, donc, fait face à des enjeux majeurs, et c'est pourquoi, dans le cadre de ses objectifs 2023, et attention, ces objectifs 2023 ne sont pas à attendre, ils sont déjà en train d'être réalisés. Les investissements continuent très fortement. C'est quoi? C'est construction de 31 campus. Quand je dis campus, c'est ville-hôpital. Il y en a déjà 3 qui ont été ouvertes l'année dernière. Il y en a 29 en cours de construction. Ils sont en train d'être faits et terminés. Ajoutez donc 41 000 lits simplement d'ici 2023. Donc passer de 26 à 10 entre 2016 et 2023, donc 30 lits pour 10 000 habitants, et se classer 2e d'un point de vue destination médicale. L'investissement total prévu, qui est déjà lancé, est de 200 milliards. Ce chiffre est lancé depuis 2012, très important. Les méga-projets, je le répète, on parle de ville-hôpital. Et si on regarde les villes-hôpital, vous le verrez, c'est les petits carrés verts dans presque toute la Turquie. On ferme quelques hôpitaux d'État, petits hôpitaux d'État. Par contre, on ouvre des hôpitaux. Quand je parle de ville-hôpital, c'est toutes les fonctions du médical dans un même centre. En général, avec des opérations souterraines, avec un hôtel à l'intérieur, tout ce qui est cancer, etc. Toutes les grandes maladies sont traitées dans ces centres. Et si je vous donne oui, voilà, c'est les 3 hôpitaux actuellement ouverts. Donc, Mersin, ici on a un investissement avec Meridian, 500 millions d'euros d'investis par Meridian en tant qu'associé, 1300 lits, l'hôpital de ville de Yozgat et de Isparta. Les hôpitaux de ville commencent 400 lits et vont jusqu'à 2600 lits sur les 31 projets. Voilà, si vous avez des questions, là j'ai fait juste une introduction assez rapide, mais effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Il se passe des choses, les Turcs investissent, ils investissent par eux-mêmes, mais ils n'investissent pas tout seuls. Ce n'est pas l'État qui investit, ce sont des projets private-public projects. Donc les privés investissent, les privés construisent des hôpitaux, les villes-hôpital, et l'État loue cela pour 35, 40 ans. Effectivement, dans les projets PIPI, que ce soit pour la santé, l'infrastructure ou d'autres projets comme le nucléaire, c'est le privé qui investit, l'État loue. Et les Turcs sont très bien placés dans ce business model PPP. Biotechnologie. Qu'est-ce que la biotech? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais ce qui est très important, c'est qu'on va parler du biotechnologie rouge qui est liée à la médecine. On ne va pas se concentrer aujourd'hui sur la biotechnologie verte qui touche l'agriculture, l'alimentation, ou la biotechnologie bleue, ou encore la biotechnologie blanche ou industrielle. On va rester focus sur la biotechnologie rouge, qui est liée à la médecine et concerne la conception d'organismes pour produire donc des antibiotiques, le développement de thérapies à travers les manipulations du génome et le diagnostic à l'aide des puces ADN. La biotechnologie rouge, d'abord commencer par un focus mondial. Il se passe des choses dans le monde, ça va très très vite, plus vite qu'on le croit. 2016, marché mondial, 220 milliards de dollars. 2020, l'attente, 600 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation totale de plus de 135-140% d'augmentation. Et 2030, 80% des médicaments seront d'origine biotechnologique. Et là, la Turquie se place assez confortablement avec une moyenne de croissance annuelle de 15% des médicaments biotechnologiques. Et ce
qui est très important, 31% aujourd'hui des médicaments vendus en Turquie sont déjà biotechnologiques. Donc l'objectif mondial, la croissance mondiale dit quoi? Dit 2030, à peu près 80% des médicaments, la quasi-totalité des médicaments seront d'origine biotech. Les Turcs sont déjà à 31%. Et 29% des produits importés sont des produits aujourd'hui biotechnologiques, avec en Turquie 140 entreprises de biotechnique implantées aujourd'hui et 56 sont au service de la santé, travaillent que pour la santé. Donc priorité absolue dans la politique de l'État, c'est l'avenir des médicaments. TÜBİTAK, qui est le CNRS turc, aujourd'hui, supporte beaucoup les investissements et le ministère du Développement aussi. Toutes les entreprises, et vous allez en voir quelques-unes, qui viennent en Turquie ouvrir leurs laboratoires, leurs centres de recherche ou leurs usines, sont aidées totalement par ces deux organismes qui sont le CNRS turc, le TÜBİTAK, et le ministre du Développement. Rapidement, Koçak Pharma, qui est un des gros turcs, a mis déjà sur la table plus de 300 millions de dollars d'investissement. Abdi Ibrahim, qui est une société turque aussi du médicament générique principalement, a mis plus de 100 millions de dollars d'investissement. Donc c'est des gens qui ont déjà installé des centres de recherche et de développement biotechnologique. Et Jinagen ont fait, on pense, un des centres les plus modernes du monde en termes de recherche biotechnologique. Donc, conclusion de cette première partie, evet, comme on dit en turc, quelles sont les opportunités? Elles sont très larges. Vous ne pouvez pas exporter en Turquie votre savoir-faire biotech tel quel vos produits. Vous allez aller sur place, vous allez trouver des partenaires sur place, vous allez avoir besoin de partenaires qui sont experts dans la santé, qui sont experts dans les biotech. Les réglementations, on en reviendra dans les dernières slides, sont très strictes. Okay, vous passez par toute une procédure du ministère de la Santé, de la Direction Générale, donc l'ancien AFSAPS français, très très stricte. Nous avons des règles qui sont quasiment semblables aux règles françaises. Donc les Turcs n'ont rien inventé, ils n'ont fait que copier, voire améliorer dans certains cas. Donc on est dans la santé humaine, donc les règles sont très très strictes et longues, les procédures sont très longues. Les besoins, on parle de transfert de technologie. Demain, vous êtes dans un marché qui a besoin du know-how. Donc si vous approchez les Turcs en disant au lieu de me faire copier, je veux venir et je vais investir avec toi, le Turc, et on va développer ensemble pour ton marché et les autres marchés voisinants. Je pense que c'est une des meilleures solutions, sachant qu'en termes de brevets et dépôts de brevets et médicaments biotechnologiques, les Turcs se passent très bien. Les lois, depuis septembre 2016, les Turcs ont signé et validé les lois européennes de la concurrence et des dépôts de brevets. Donc aujourd'hui, c'est très très strict. Vous avez les mêmes lois qu'en France. Les modes d'entrée, la santé, comme en France, très très réglementé, on le disait. Donc il vous faut un partenaire local introduit et surtout un partenaire stratégique, sans doute qui fabrique déjà, qui est déjà dans la recherche, etc. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie d'aller vite pour pouvoir après discuter librement en fin de présentation. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions précises sur les chiffres, etc. On y va. Nutraceutique. Qu'est-ce que la nutraceutique? Grâce à mes collègues, j'en ai appris bien sûr, terme très très technique, mais on va le relire ensemble. Donc c'est un produit fabriqué à partir d'éléments et commercialisé sous forme de comprimés, de poudres, de potions, etc., ayant un effet physiologique bienfaisant contre les maladies chroniques. La tendance mondiale, aujourd'hui, 7,2% de croissance. Et quelles sont les trois familles, si j'ose dire, qui sont les familles les plus consommées attractives? Les compléments alimentaires, les aliments et boissons fonctionnels et le soin personnel qui sont priorisés. Ce qui est très important, on va être plus pour le marché turc dans le domaine du complément alimentaire. Et vous allez voir que
c'est un marché qui commence à être très très intéressant. Regardez, 2011, 2016, 100% de croissance en 5 ans. On parle de consommation. Et vous allez voir tout à l'heure le nombre de produits qui existent sur le marché turc et le nombre que le ministère de la Santé a autorisé. Donc c'est très très important. Il s'est passé des choses où les Turcs ont copié, ont appris des nouveaux produits, ont été très vite. Maintenant, ils élaborent ces produits-là. 2016, 2021-2023, l'objectif est de passer encore à plus 30% de consommation avec 2 familles, si j'ose dire, le contrôle de poids, même si les Turcs, c'est 1/5 de la population qui est obèse, mais en fait, on a cette mode, et ça marche très bien. Même ma dentiste, avant-hier, me montrait une boîte avec des cachets dedans et un thé. Tout simplement, elle a perdu 9 kilos en 1 mois, en mangeant normalement. Voilà, c'est la mode. Et les produits, bien sûr, pour les sportifs. Vitamines, croissance, 17% de consommation en plus en 5 ans. Et 5000 produits, voilà, 5000 produits sur le marché, dont seulement 1500 qui sont autorisés. Donc le ministère est en train de faire la chasse à tous ces produits, dits aujourd'hui dangereux, sachant qu'ils n'ont pas été validés par le ministère. Donc favoris des consommateurs turcs, les végétaux, comme d'habitude, hein, dès lors on dit 100% végétal, etc., ça plaît. On ne sait pas ce qu'il y a dedans en général. Produits diététiques, compléments pour sportifs, l'antioxydant. Les antioxydants commencent à monter aussi très très rapidement, surtout pour tous les gens qui ont des maladies chroniques, devient des produits très très conseillés. Et les vitamines, quelques marques que vous connaissez sans doute, des grands qui sont présents aujourd'hui en Turquie, qui en général leurs produits sont plus des produits, je dirais, compléments alimentaires, mais avec suivi médical, etc., etc. Les aliments fonctionnels, 42% en moins de 8 ans de croissance. Regardez, on parle que de chiffres de croissance énormes, très importants. On est déjà dans un pays, certains me posent la question, mais est-ce qu'ils sont déjà émergés? Non. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils importent. Ils continuent, on a une population, et quand on regarde en quantité, parce que là on parle de 600 millions de lires de fonctionnels, c'est-à-dire à peu près 150 millions d'euros, on est au début. On n'est qu'au début de cette consommation. Et n'oubliez pas, on parle de 80 millions d'habitants, la moitié de la population a une moyenne d'âge de 30 ans, qui va vieillir, qui va grossir. Donc c'est très important. La répartition, vente d'aliments fonctionnels, bien sûr les produits laitiers. La Turquie est un grand producteur de produits laitiers. De facto, on va le retrouver directement là. Mais 89% des ménages turcs aujourd'hui achètent des aliments fonctionnels. Je ne sais pas avaler la pilule, donc je vais le prendre autrement. Okay, donc ça, c'est très important. Et n'oubliez pas, à ce stade, on est le 3e pays en Europe en termes de maladies diabétiques. On a pas mal de sociétés qui nous approchent actuellement pour tous leurs produits, compléments alimentaires contre le diabète. Et effectivement, c'est une des maladies. La première est cardiovasculaire, la deuxième, c'est le diabète. Les soins personnels, 33% d'augmentation prévue jusqu'en 2020. Là, on est à 16 milliards. Donc ça, c'est le marché mondial. Hein, 16 milliards de dollars de marché. Les Turcs, d'abord pour tout ce qui est soins capillaires, pour les cheveux, en termes de produits les plus achetés. Et une analyse qui a été faite par un laboratoire, les Turcs sont prêts à payer plus cher un produit qui va rentrer dans cette gamme, donc des produits naturels et soins personnels. L'opportunité, le consommateur turc fait très attention à ce qu'il achète, à ce qu'il consomme. Aujourd'hui, le consommateur turc, c'est comme un professeur qui va aller acheter des fenêtres et il va vous faire toute une analyse des recherches Internet, etc. Quand il va voir son médecin, il ne va même pas laisser parler son médecin, tellement il a fait des recherches sur ce qu'il a. Et là, effectivement, le bien-être est très important. Les Turcs, aujourd'hui, consomment de plus en plus de produits, sont très à la mode et suivent beaucoup, en fait, toute cette tendance, je dirais, des produits naturels. Les besoins, demain, vous voulez exporter en Turquie, il vous faut encore une fois un partenaire introduit, intégré, voire un partenaire avec qui développerait des produits complémentaires aux vôtres, avec qui vous pourrez vous introduire directement sur le marché turc. Les modes d'entrée,
partenariat ou sous-traitance, mais nous conseillons à 100% pour la santé, et ça pour tous les produits de la santé, d'avoir un partenaire ou de vous implanter si demain vous avez les moyens et la conviction, ou de vous allier, de vous associer à un local déjà introduit dans ce marché. Je passe tout doucement au secteur des équipements médicaux. Et là, je vais m'attarder surtout sur un point, c'est qu'il y a autant d'investissements, il y a autant d'hôpitaux en cours de construction. On va passer de 25-26 lits pour 10 000 habitants à 30. Et les Turcs ne sont pas encore des fabricants d'équipements médicaux. Les Turcs importent 85% des équipements et du matériel médical. Ils ne fabriquent que du petit équipement, du ustensile, etc., du consommable. Mais les Turcs importent 85% de ces équipements. On parle d'un marché qui actuellement 2,3 milliards de dollars pour 2016 et 6,7% de croissance jusque 2020. Donc 6 000 entreprises, c'est intéressant, on a pas mal d'entreprises, vous allez voir, on a beaucoup de petites entreprises. Donc dans les 6 000 entreprises, on a aussi les petites entreprises de revente, entreprises commerciales bien sûr. Les équipements à valeur ajoutée représentent presque 50% aujourd'hui des besoins turcs. Ah, on a la page qui ne sort pas, je pense que vous l'avez normalement non plus. Bah écoutez, on l'a dans le nôtre. On vous refera passer cette page qui doit avoir une erreur technique et avec les catégories, mais effectivement, je ne les ai pas en tête, on va vous les redonner en détail. Voilà, le secteur largement déficitaire en termes de balance commerciale. Les Turcs, par exemple, en 2016, exportaient pour 285 millions et importaient pour 1,8 milliard de dollars d'équipements. Et comment on se positionne? Premier fournisseur avec les États-Unis, presque 30% de part de marché ont les États-Unis en Turquie. Il faut commencer à se poser des questions. Et on arrive aussi, les Turcs exportent, donc on disait tout à l'heure, peu mais exportent, et leur premier client, c'est la Chine. La France, 9e fournisseur de la Turquie, donc on est encore très loin avec tout le savoir-faire en termes d'équipements et des moyens médicaux que nous avons. Et la France est le 4e client de ce petit exportateur de médical avec des produits, des articles d'orthopédie, entre autres. Donc, effectivement, on a beaucoup de fabricants, comme je le disais tout à l'heure, mais beaucoup de petits acteurs et on importe bien 85%. Quelles sont ces familles en détail d'importation aujourd'hui prioritaires des Turcs? Les dispositifs chirurgicaux, les équipements dentaires, donc tout ce qui est équipement, installation dentaire, tout ce qui est dispositif des traitements du cancer, l'imagerie médicale, on a implanté déjà 2 sociétés françaises d'imagerie médicale en Turquie, les dispositifs de surveillance et les logiciels informatiques. Les grands présents aujourd'hui en Turquie qui sont connus et qui sont très actifs. Les équipements médicaux, donc là vraiment on est dans le besoin. Les Turcs investissent énormément, donc ont besoin d'équipements. Et quand je parle d'équipements, on parle d'équipements haute technologie, haut savoir-faire. Et là, je reviens sur un point. Je vais vous donner quelques exemples. 3 types d'hôpitaux. Le Live Hospital, qui est comme un 7 étoiles. Et dedans, on va avoir vraiment les dernières technologies connues d'un point de vue mondial. Ici, on a un hôpital d'État qui vient juste d'ouvrir dans un quartier de banlieue d'Istanbul avec, et j'ai eu le plaisir de le visiter, j'ai été très surpris, on est vraiment dans un hôpital privé qui appartient à l'État, tout simplement. On est avec des derniers équipements de très haut niveau. Les salles d'urgence sont aux normes européennes. L'hôpital d'Acıbadem, un autre hôpital privé, donc avec tout cet accueil, si j'ose dire, très haut niveau. Et je répète, les Turcs ont la santé gratuite. Par contre, si vous voulez aller dans ces hôpitaux-là, il est préférable, bien sûr, d'avoir une mutuelle. Les mutuelles coûtent cher en Turquie. Et en général, si l'hôpital d'État ne sait pas régler la question d'urgence sur une maladie ou sur un malade,
il peut être transféré, ce malade ou ce patient, dans un hôpital privé aux frais de l'État. Les opportunités, on va passer de 217 000 lits total à 260 000 lits, ça c'est confirmé, donc c'est en cours de construction. Si on parle d'environ 40 000 lits à venir, on parle de besoins en termes d'équipement. Et je me répète, je parle bien d'équipement, comme on disait tout à l'heure, haut de gamme, haute technologie. Les Turcs n'importent que des produits qui vont pouvoir les améliorer ou les faire progresser. Donc tous les équipements, matériaux chirurgicaux, équipements pour les laboratoires et tout ce qui est sécurité, capteurs, etc. Les modes d'entrée, pareil, soit vous êtes implanté sur place, soit vous avez un partenaire, on y revient tout à l'heure. Dernier secteur, je dirais, qui va être surprenant, qui nous a beaucoup surpris. Je vis en Turquie depuis 1997. Ça va faire 20 ans, 21 ans. Et il s'est passé un boom où, quand je suis arrivé en Turquie, aller dans un hôpital d'État, je parle bien d'hôpitaux d'État, c'était l'horreur. On fuyait les hôpitaux d'État. Vous arrivez aux urgences, 3 heures après, vous êtes pris. Ça me fait bizarre, ça me rappelle peut-être certains hôpitaux en Europe actuellement. Aujourd'hui, vous rentrez dans un hôpital en urgence d'État. Vous avez 3 couleurs selon votre cas. Selon la criticité de votre cas, vous aurez 3 couleurs. La moyenne d'attente ne dépasse pas les 15-20 minutes et vous êtes pris en cas d'urgence réelle tout de suite. Si vous pouvez tenir quelques heures, vous êtes dans une couleur plus claire et vous êtes dans une couleur verte où vous avez juste mal à la tête, vous avez mal aux genoux, etc. Mais vous êtes pris tout de suite. Et vous rentrez, vous ne présentez que votre carte d'identité à l'accueil à un écran automatique. Vous rentrez votre numéro de carte d'identité, vous recevez un code barre. Ce code barre va vous suivre jusqu'à la sortie de votre hôpital, voire jusqu'aux médicaments. Et vous ne payez pas un centime. Très important, je parle donc ici de l'e-santé, on parle de la surveillance à distance, on parle du diagnostic à distance, le soutien aux soins assistés, le service de médecin à distance et les installations, donc santé, bien-être. Je ne parle pas de ce qui est à venir, je parle de ce qui existe aujourd'hui. Donc les enjeux, on revient encore, ils se préparent à ce qu'ils vont subir, c'est-à-dire la population vieillissante, la qualité des patients, les attentes des patients, les démarches de prévention, tout ce qui est donc surtout par rapport au dépistage, donc des programmes intelligents qui vont vous dire, vous, et on reçoit le SMS parce que ma fille n'avait pas fait son vaccin à 5 ans, on reçoit un SMS en disant n'oubliez pas votre vaccin qui est dépassé. Pourquoi? Parce que le système, et c'est lequel, voilà, l'e-santé, le système d'information nationale turc, c'est le e-Pulse, c'est un système qui enregistre toutes vos actions dans le secteur du médical, vos antécédents médicaux, examens, radio, prise de sang, etc. Tout est enregistré. Et demain, avec mon portable, si je veux voir où j'en suis, quelle dernière radio, etc. que j'ai fait, si le médecin fait une radio, je l'ai dans mon iPad ou dans mon portable. Le e-rendez-vous, qu'il soit par téléphone, on oublie, mais par Internet aussi. Demain, vous voulez un rendez-vous avec un médecin neurologie, vous le tapez, normalement, dans les 2 jours, vous êtes en rendez-vous. Je voudrais juste souligner un point, j'ai eu des échos, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, mais c'est juste pour comparer. Vous avez besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, vous l'avez demain, où que vous soyez en Turquie. Vous avez besoin chez l'ophtalmo, vous l'avez demain, je répète. Ou vous n'êtes pas bien ce matin, vous voulez aller voir le pédiatre, vous l'avez ce soir. Il est impossible et impensable en Turquie aujourd'hui d'avoir un rendez-vous dans une semaine. Ce n'est pas possible. Ou alors vous n'avez pas le temps d'y aller. Et le e-ordonnance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'ordonnance papier. Je n'ai rien d'écrit. C'est ce qu'on appelle le e-santé réel, c'est de ne plus avoir de papier, donc. Et je vais chez le médecin, donc j'y suis allé, j'ai attendu 8 minutes avant d'entrer donc aux urgences. J'avais une grippe, tout simplement. C'était un samedi après-midi. Et je suis rentré dans un hôpital en dehors de la ville d'Istanbul, donc je suis en Anatolie, dans un hôpital d'État standard, qui n'est pas un des nouveaux hôpitaux. Donc, une fois que j'ai vu le médecin m'a écrit sur son ordinateur les 2-3 antibiotiques rapides pour la gorge, et il m'a donné un numéro, parce qu'il y avait un problème de print, d'impression. Avec ce numéro, je suis rentré à Istanbul. Première pharmacie que j'ai vue sur ma route, je me suis arrêté,
j'ai présenté le numéro, j'ai pris mes médicaments, j'ai payé ma petite part de entre 10 et 15%, et je suis rentré chez moi. Et aujourd'hui, nos employés sont malades, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller dans les hôpitaux à chaque fois qu'ils sont malades, donc ils sont au bureau. On appelle le médecin du travail, on lui explique ce qu'on a, ce que je parlais du diagnostic à distance, dit ok, je vais te prescrire un petit médicament, ça va te faire du bien, et tu pourras le prendre au sortie de ton travail à la pharmacie. C'est ça qui est important. Les Turcs ont beaucoup investi. Donc on parle d'un investissement e-santé qui est lié en fait à cet investissement à la fois dans les biotech pour les médicaments à venir, les équipements et bien sûr tout ce qui est complément alimentaire. Pour ceux qui seraient intéressés, on a déjà un hôpital au niveau HIMS 7, donc ça veut dire quoi? C'est système complet informatisé dans l'hôpital, 165 hôpitaux au niveau 6, donc on parle de modernisation totale des hôpitaux, et 20 hôpitaux dont l'objectif est d'atteindre, en dehors des 6 en cours, le HIMSS 7, qui est donc un système de mesure américain, je crois, qui permet de valider que l'hôpital, de l'entrée du patient jusqu'à sa sortie, totalement informatisé. Donc je parle dans la gestion des ustensiles, gestion des consommables, etc. C'est-à-dire que c'est le système qui vous dit combien de pansements vous allez pouvoir utiliser lors de l'opération médicale, etc. etc. Okay? Donc on parle déjà à certains niveaux, et c'est pourquoi, en dehors du tourisme médical, vous entendrez beaucoup de gens autour de vous qui vont se faire opérer aussi en Turquie. Donc c'est très important d'un point de vue business à venir. On va prendre quelques exemples. On ne les a pas tous mis, bien sûr, de Servier à Meridian, à Air Liquide qu'on a implanté en Turquie. Donc tous ces gens sont là et ne sont pas là que pour la Turquie, mais aussi pour les pays avoisinants. Je reviens sur Meridian. Meridian, son objectif, c'est d'investir 1 milliard d'euros. Ils sont déjà à 550 plus 250, donc pas loin de 800 déjà, millions d'euros d'investis dans les hôpitaux turcs. Et en 2017, donc là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? 4 grands groupes ont investi en Turquie. Et quand je parle de Kühne-Nagel, 56 000 m² d'entrepôts qui ont été rachetés, Eurofins rachète Gözlem, etc., etc. Donc il se passe des choses. Si ces grands groupes spécialistes dans leur secteur dans le monde investissent dans des périodes comme celle-là en Turquie, elles ont leurs raisons qui sont des raisons intelligentes. Voilà, donc j'essaie d'aller vite pour qu'on puisse discuter tranquillement tout à l'heure. Je reviens rapidement sur le cadre des affaires, on en parlait avant de commencer la réunion. On va tout ouvrir, voilà, très important. Demain, vous voulez vous implanter, la première chose à faire, c'est l'analyse réglementaire. La deuxième chose, c'est les incitations. Les Turcs ont des aides très importantes sur l'implantation, que vous veniez vous associer ou pas. Tant que vous dites « je suis un étranger, je suis spécialiste de cette type de production technologique et chacun d'entre vous ici a déjà un savoir-faire technique et technologique avancé. Donc l'État va vous aider. On a beaucoup, on peut parler de ça pendant des heures. Ce qui est très important, c'est qu'il y a une facilité totale à venir s'implanter en Turquie. Le cadre libéral, je reviens, on a un système douanier totalement harmonisé avec l'Union européenne et totalement informatique. L'humain ne touche pas, lors des contrôles, surtout en douane, ce n'est pas l'humain qui décide, c'est le système informatique qui va décider. L'union douanière, on en a parlé, et créer une entreprise. Aujourd'hui, dès que vos documents sont totalement remis en 6 jours, un peu moins, la société est créée. Très important, hein, The Tax Foundation, en 2016, a dit que la Turquie est un des 10e pays le plus attractif du monde. Et il y a une réalité, vous êtes dans un marché turc, et il ne vous attend pas, il se passe des choses. Il y a du business, donc il faut venir rentrer. Oui, il y a de l'opportunité, on en parle, mais qui dit opportunité, je le répète souvent, dit complexité. Donc se faire accompagner d'un point de vue business, commercial, juridique, mais très important, c'est surtout de pouvoir trouver les bons partenaires et sécuriser votre action. Quand j'ai sécurisé votre action, ce n'est pas de dire « il me plaît, etc., ce partenaire ». Non, on rentre dans des analyses très avancées, on parle de solvabilité, on parle de référence et de garantie, si j'ose dire, avec les Turcs. Et je reviens sur un point, beaucoup d'entre vous commencent et ont déjà des relations avec les Turcs.
Dès lors où j'ai une relation business avec un Turc, la relation humaine, c'est-à-dire dès que vous avez une relation, vous gardez cette relation, il faut nourrir cette relation. Le Turc donne de l'importance et vous serez surpris, dès lors où vous commencez à faire du business, vous exportez, vous avez un partenaire, que très vite il vous emmène chez lui, chez sa famille, dans sa famille, dîner, etc. C'est tout à fait normal. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas un profil de Turc. Vous avez 27 cultures en Turquie qui composent la Turquie. Entre le matin, visiter un prospect distributeur qui va être de la région d'Antalya et le midi, manger avec quelqu'un qui est de la région de Kahramanmaraş ou de Sivas, vous n'avez pas les mêmes personnes. Et pourtant, ce sont tous des millionnaires qui sont très actifs, c'est des Turcs, etc. Mais ce n'est pas les mêmes mentalités. On fera attention à des niveaux religieux, on fera attention à savoir ne pas parler de certains sujets, si j'ose dire, que les Turcs tiennent à cœur, qui peuvent être tous les sujets qui tournent autour de la politique locale, la politique domestique, la politique de la région, avec les problématiques de Kurdes et les guerres qu'il y a en Syrie et en Irak. Et on fera très attention en parlant, sauf si vous êtes très fin connaisseur, du génocide arménien. Voilà. En dehors de ces points-là, vous allez voir des Turcs qui sont très dans leur mentalité de business assez, je dirais, européens. Les modes d'entrée, vous voulez exporter, vous avez deux choix. Soit vous avez un distributeur, il est introduit, il est qualifié, il a un vrai business plan, il vous donne confiance, on prend nos garanties, on y va. Soit vous exportez en direct, parce que votre produit, dans votre cas, je ne suis pas très sûr, mais dans certains cas, nous préconisons d'exporter en direct, parce qu'on exporte directement certains produits à l'industrie, et il y a 100 acteurs à prospecter, donc on va faire cette prospection pour vous, et on va plus loin, on va même faire du portage salarial, c'est-à-dire embaucher quelqu'un, un commercial, spécifiquement pour votre produit. Sous-traiter, bien sûr, on a le sourcing partiel, la sous-traitance industrielle et le transfert de technologie, et s'implanter, que ce soit une filiale commerciale, vous êtes fort, vous savez que vous exportez depuis des années, donc c'est bon maintenant, il faut être sur le marché. Donc c'est la filiale commerciale. Le bureau de rep, attention, le bureau de rep, on le met encore parce qu'il est utilisé, on ne le conseille pas, sauf vraiment sur des projets bien précis et bien limités dans le temps. Le bureau de rep, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est très important. La fusion-acquisition, on rachète un partenaire, on rachète un acteur, ou on s'associe à l'acteur, et l'implantation de zéro. Demain, vous dites, voilà, je veux m'implanter, je vais produire en Turquie parce que j'ai ma matière première qui est à mes pieds et ça va me permettre d'être le leader en Turquie, d'être le premier dans ce secteur-là. Vous allez donc vous implanter tout seul. Voilà donc Adventis, donc relais prestataire historique de BCI en Turquie, nos métiers, et on pourra en parler un peu plus en détail si vous le souhaitez. Je vous remercie. J'essaie d'être bref et rapide. Le but, c'est de passer plus de temps ensemble en privé. Merci.